Le premier tour des élections législatives et ses conséquences, la performance historique du Rassemblement national, la relative bonne tenue de la gauche, l'échec de la majorité présidentielle. Aucun parti n'a a priori une majorité absolue. Toute la journée, des contacts ont eu lieu pour échafauder de possibles alliances. Récit de Marie Chantret et Serge Joux. Après une courte nuit, ils ont enchaîné les réunions à leur QG pour préparer le deuxième tour. Au Rassemblement national, objectif majorité absolue. Mais faire élire 289 députés la semaine prochaine n'est en aucun cas assuré. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas la majorité absolue? Dans une lettre adressée aux Français ce lundi, Jordan Bardella appelle les électeurs à faire le choix d'une rupture responsable, écrit-il. Et Face Caméra appelle ses sympathisants, mais pas uniquement, à se mobiliser. Je tends la main à tous les électeurs de droite, du centre, mais aussi de la gauche raisonnable, qui ne veulent pas voir Jean-Luc Mélenchon devenir le Premier ministre de la France. Et de cibler aussi sur ses réseaux sociaux la ligne du président pour le deuxième tour. Dans la majorité présidentielle, un message principal, pas une voix au RN, mais faut-il aller jusqu'à appeler à voter pour un candidat insoumis? Le sujet a été abordé ce midi autour du président. Dans une ambiance parfois tendue, différentes lignes s'opposent. Les tenants du ni RN ni LFI, l'aile droite du gouvernement aujourd'hui. Et les autres qui souhaitent faire du cas par cas en fonction du candidat insoumis. Emmanuel Macron tranche. Ne nous trompons pas de combat. C'est l'extrême droite qui peut accéder aux plus hautes fonctions, personne d'autre. Selon nos informations ce soir, après une réunion avec Gabriel Attal, ce sont au moins 57 candidats de la majorité qui se sont désistés. Des désistements décidés également au nouveau Front populaire. Pour faire barrage, la gauche appelle au retrait de ses candidats arrivés en 3e position, là où le RN est en tête. Mais le flou entretenu par le camp présidentiel est très critiqué. Toutes celles et ceux qui se prêtent à ce jeu sont dans une forme de faillite politique et morale totale. Et je crois que ce n'est pas du tout à la hauteur du moment historique. À droite, les Républicains en position difficile se refusent à donner des consignes de vote, mais visent un danger selon eux, l'extrême gauche. Tous les partis ont désormais moins de 24 heures pour finaliser leur position. Les candidatures doivent être déposées en préfecture au plus tard demain à 18 h. Jamais le Rassemblement national et avant lui le Front national n'avaient obtenu un tel score dans des élections législatives. Plus de 10,5 millions d'électeurs ont voté hier pour le RN et ses alliés. Les candidats du parti de Jordan Bardella sont arrivés en tête dans près de 300 circonscriptions. Reportage auprès des électeurs dans les Landes, en Bretagne et dans le Nord. Sophie Cheval, Manon Debu et Tristan Vartagnan. Ils votaient jusqu'ici majoritairement pour le centre et la droite traditionnelle. Les habitants de la première circonscription des Landes ont cette fois-ci placé le Rassemblement national en tête. On n'a fait que régresser depuis 40 ans, dans toutes les parties, les hôpitaux, l'industrie, la justice, partout, les écoles, partout. Ici, il y a un basculement, parce que le RN n'a jamais été comme ça. Ça a toujours été la droite, comme je disais, vous pouvez mettre une jupe sur une chèvre, si elle était de droite, elle passait. Une première aussi pour ce retraité, déçu par les autres partis. Moi, je n'aurais pas pensé partir sur le RN, non. Mais comme je veux, parce qu'on a eu au gouvernement, on a tout eu déjà. Moi, depuis que je suis là, j'ai quand même eu la droite, la gauche, et puis bon, il y a toujours eu des problèmes. La bascule est encore plus importante ici, dans la 8e circonscription du Finistère, bastion historique de la gauche. Le RN a rassemblé plus de 30% des voix, soit presque 2 fois plus qu'au premier tour des élections législatives de 2022. Je suis content du résultat, parce qu'il faut que ça change. Je pense que les Français, vu ce qui se passe dans le monde et en France également, on ferait mieux de s'occuper de nous, plutôt de s'occuper des autres pays déjà. Des résultats qui satisfont ces anciens électeurs de gauche. Pour eux, c'est un vote sanction contre le président Macron. Toujours été de gauche depuis que je suis né. Et puis là, quand la bande Macron est arrivée, allez hop, les gilets jaunes, les 49.3, les retraites, enfin tout. On a viré notre coiffe, on est partis tous au Front national. Dans d'autres territoires, déjà acquis au Rassemblement national, le parti a confirmé son implantation. Ici, son candidat est élu dès le premier tour, avec plus de 60% des voix. Dans cette ville dirigée par un maire RN depuis 3 ans, les habitants veulent désormais voir ce que donnerait le parti au niveau national. Ça bouge.
Il y a du changement. Regardez la ville a son pays. Le maire, il est toujours avec ses concitoyens. Et il n'y a pas qu'ici. Vous voyez, Hénin Beaumont, ça fait son 2e mandat. Il y a du changement dans la ville. Ici, pareil. Chez les plus jeunes électeurs, comme Maëva, 19 ans, c'est la communication de Jordan Bardella qui a pesé dans la balance. Sur TikTok, Jordan Bardella est très proche, notamment il utilise des musiques de jeunes. Et lui, il va vraiment nous parler, nous adresser directement à nous en étant jeunes. 3/4 de mes amis ont voté pour le Rassemblement national. Dans le Pas-de-Calais, une circonscription sur 2 a été emportée par le Rassemblement national au premier tour. Regardez à présent les résultats définitifs de ce premier tour. Le Rassemblement national obtient 33,1%, le Nouveau Front populaire 28%, ensemble le camp présidentiel 21,3%, les Républicains et les livres à droite 10,2%. Quels sont les autres chiffres importants à retenir de ce premier tour, de ces 33 millions de bulletins glissés dans les urnes? Baptiste Guénet, Agnès Kirali et Marion Jouvenot. Des embrassades et des sourires devant une forêt d'objectifs. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, ces députés peuvent crier victoire et recevoir leur kit d'arrivée dans un tote bag sans attendre le 2e tour. Avec plus de 50% des voix, ils sont déjà élus. 39 candidats d'extrême droite et 32 du Nouveau Front populaire sont dans ce cas. En tout, 76 députés sont élus dès le premier tour. Il n'était que 5 aux précédentes législatives. Le scrutin d'hier a dessiné une nouvelle carte du rapport de force politique. Avec 10 600 000 voix, l'extrême droite arrive en tête dans plus de la moitié des circonscriptions. Dans le centre des grandes villes, le Nouveau Front populaire remporte les suffrages et comptabilise 8 900 000 électeurs. Enfin, avec 6 400 000 voix, le parti présidentiel est loin derrière. Pour les candidats encore en lice, quelle sera la configuration du second tour ? Dans la journée, les chiffres ont évolué à la faveur des désistements pour faire barrage à l'extrême droite. Ce soir, on dénombre 361 duels, 136 triangulaires et 3 quadrangulaires. Les candidats ont jusque demain 18h pour faire connaître leur décision. Tous les résultats commune par commune, circonscription par circonscription sont disponibles dès maintenant en scannant le QR code que vous voyez affiché sur votre écran. Regardez maintenant à quoi pourrait ressembler la nouvelle Assemblée nationale. Une projection à prendre avec grande prudence, bien sûr. Le RN obtiendrait entre 240 et 270 députés. Je vous rappelle que la majorité absolue est de 289. Le Nouveau Front populaire entre 180 et 200 sièges. Le camp présidentiel entre 60 et 80 sièges. Les Républicains entre 30 et 50 députés. Nous avons choisi une circonscription ce soir, une parmi 577. Elle est le reflet presque exact du rapport de force à l'échelle nationale. Direction donc la 9e circonscription de Seine-et-Marne avec Esther Lefebvre, Quentin Danjou et Inanna Azencott. Au pied du château de Brie-Contrebert, ambiance a priori bucolique. Pourtant, les habitants ne sont pas franchement sereins. Je trouve ça assez désolant. Je suis inquiète, effectivement. Plutôt satisfaite quand même. Je ne sais pas où on va. Je pense qu'on va dans le mur. J'ai peur, clairement. Inquiète, de fou. Au lendemain du premier tour des législatives, moi, ça va, moi. Les électeurs du RN se réjouissent de voir leur parti en tête dans cette circonscription avec 35% des voix. Je trouve que c'est pas trop mal. Faut attendre la suite. Oui, je vote la même chose. Au second tour, ne restent que 2 candidats, le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. La candidate de la majorité présidentielle, arrivée 3e, s'est désistée. Vous avez voté pour Ensemble, le parti présidentiel, oui. Et là, au second tour, le choix est fait. Oui. Je ferai la coalition de gauche. Tout ce que je veux, c'est que le RN reste très loin derrière. Quant aux électeurs des Républicains, ils apparaissent divisés. Je pense qu'après, je vais voter FN. Voilà, parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Une autre solution est pourtant esquissée dans la même rue par cet ancien fonctionnaire. Je voterai peut-être la gauche. Je ne sais pas encore exactement. C'est pas votre parti à la base, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, voilà. Mais ce débat ne passionne pas tout le monde dans le salon. Vous n'avez pas de préférence? Non. Peu importe lequel non, passe. N'importe lequel. N'importe lequel. Dans cette circonscription périurbaine, à une trentaine de kilomètres de la capitale, l'abstention a été similaire à la moyenne nationale. Et il y a encore peut-être de l'espoir pour cette électrice du Nouveau Front populaire. Je suis très déçue par les résultats. J'espère vraiment que ceux qui n'ont pas voté
même si c'est finalement une minorité quand on regarde les résultats, vont se réveiller et participer et qu'on puisse faire barrage à la droite. La campagne ne durera que 4 jours, jusqu'à vendredi soir. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Monsieur Boulot, merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous dites que les Français n'ont le choix qu'entre vous, le Rassemblement national, donc, et le chaos de l'extrême gauche. Mais on a vu aujourd'hui un autre schéma se dessiner, de très nombreux désistements, gauche-droite, droite-gauche, pour vous mettre, vous, en échec. Oui, une alliance un peu contre nature entre M. Mélenchon et Emmanuel Macron qui est très surprenante. Moi, j'avoue que je suis assez surpris de voir un président de la République venir au secours d'une mouvance d'extrême gauche violente qui appelle à l'insurrection, qui nourrit un antisémitisme d'atmosphère depuis le 7 octobre, qui n'a jamais de mots pour condamner les atrocités du Hamas et qui veut, envers et contre tout, organiser le désordre dans la société française. Et puis de l'autre, je vois M. Mélenchon appeler ses candidats à se retirer pour soutenir les candidats d'Emmanuel Macron et notamment face à Elisabeth Borne, où on voit que la France insoumise a fait un choix, celui de retirer son candidat pour appeler à voter pour Mme Borne, qui a mis en œuvre la réforme des retraites et multiplié les 49.3. Donc je pense que c'est une alliance du déshonneur dans un sens comme dans l'autre, que les Français ne sont pas dupes. Et moi, je souhaite que les Français puissent avoir de la clarté sur ces prochains jours. Et c'est effectivement, dimanche prochain, un choix entre M. Mélenchon, Premier ministre, et nous. Mais vous dites que Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, font courir un péril existentiel à la France. Il y a de nombreux Français qui disent que c'est le Rassemblement national qui fait courir un péril existentiel à la nation, à la République et à la France. Je veux être le Premier ministre qui rétablira la sécurité, l'ordre. Qu'est-ce que vous répondez à ces Français-là qui s'inquiètent de votre éventuelle arrivée au pouvoir? Qui garantira les droits de tous les Français. Je veux être le Premier ministre de tous les Français. Mes priorités, Monsieur Boulot, les Français les connaissent, nous en avons parlé ensemble. Le rétablissement de la sécurité, la défense du pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes, la maîtrise de l'immigration. Et c'est vrai que face à l'alliance, face à la coalition que je conduis aux côtés de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti, on voit se dresser cette alliance d'extrême gauche qui peut l'emporter dimanche, qui veut libérer des détenus, libérer 20% des détenus, c'est la fameuse régulation carcérale, qui veut désarmer la police, qui veut créer une montagne de nouveaux impôts qui va venir fragiliser les classes populaires, les classes moyennes, qui investit des candidats fichés S. Rendez-vous compte que la France insoumise, la NUPES, qui s'appelle désormais le Nouveau Front Populaire, a fait le choix d'investir des candidats qui sont fichés, suivis pour la menace qu'ils représentent pour la République française. Des tweets antisémites. Oui, enfin, pardon, Monsieur Boulot. Joseph Martin. La personne qui a été mentionnée, ça a été démenti par la presse et sa bonne foi a été prouvée. Donc, ne salissons pas gratuitement des candidats qui représentent le peuple de France. Et il y a aujourd'hui un danger de voir Jean-Luc Mélenchon arriver à la tête de Matignon dimanche. Et moi, j'appelle effectivement les Français à faire le choix d'une alternance raisonnable, responsable, qui a à la fois le souci des gens, mais aussi celui du destin de la France. Et nous sommes prêts aujourd'hui. Jordan Bardella, c'est bien naturel, vous êtes à la recherche d'une majorité absolue, c'est votre rôle. Est-ce que vous avez reçu des offres de service depuis hier soir, je veux dire? Il y a beaucoup de Français, y compris des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise et aussi des députés de la droite républicaine qui font le constat que l'alliance que je conduis aujourd'hui aux côtés du président Éric Ciotti, président des Républicains, peut arriver aux responsabilités dimanche. Vous avez vu de nouvelles offres? Je vous l'ai dit, il y a des discussions en coulisses, mais moi je veux dire aux Français, pour engager le redressement du pays, j'ai besoin de leviers politiques et j'ai pour cela besoin d'une majorité absolue. J'ai besoin que le peuple français reste mobilisé, qu'il m'accorde plus de 289 députés sur lesquels je pourrais m'appuyer pour bâtir le redressement du pays que je crois urgent et nécessaire pour tous les Français. Est-ce que vous discutez, est-ce que vous avez contact avec le LR canal habituel, ceux qui ne sont pas partis avec Éric Ciotti pour vous rejoindre? Oui, il y a des discussions. Il y a des discussions. Vous savez que le dépôt des candidatures aura lieu demain, donc il y a encore aujourd'hui des discussions. Elles sont fructueuses. Maintenant, je vais vous dire, moi je ne donnerai pas de consigne de vote, contrairement à messieurs Macron et Mélenchon. Je pense que les Français sont intelligents, qu'ils sont suffisamment grands pour décider en leur âme et conscience. Nous sommes qualifiés aujourd'hui dans 444 circonscriptions. Et pour le changement, il faut voter pour les candidats patriotes du Rassemblement national. Vous avez dit à maintes reprises que vous n'iriez à Matignon qu'à la condition que vous ayez la majorité absolue. C'est ce que vous disiez. Apparemment, ça a changé. Sébastien Chenu, qui est vice-président de votre parti, dit que vous pourriez y aller même sans la majorité absolue. Qu'allez-vous faire concrètement? On est un peu perdu. Mais il n'y a pas un Français qui nous regarde ce soir
qui peut légitimement penser que je peux changer les choses si je n'ai pas de majorité absolue. Alors s'il manque 2 ou 3 fauteuils pour avoir cette majorité absolue, s'il en manque 20, il n'est pas impensable que des députés élus sous d'autres couleurs, divers droites, républicains, acceptent de travailler à nos côtés et de voter la confiance. Mais si vous voulez, comprenez bien que je ne veux pas être Premier ministre pour ma gloriole personnelle. Nous ne sommes pas comme les autres. Donc j'irai à Matignon, non seulement si j'ai la confiance des Français dimanche, mais si les Français m'accordent une majorité absolue. Et moi, je veux m'adresser ce soir à tous les Français, à tous les électeurs de la droite, du centre, et y compris aux électeurs de gauche modérés qui n'acceptent pas cette dérive vers l'extrémisme et la radicalité d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Je les invite à travailler à mes côtés. Mon ambition, c'est le redressement du pays et mon objectif, c'est la cohésion de la nation. Et je serai demain, non pas seulement le Premier ministre du quotidien, mais le Premier ministre de tous les Français, y compris des Français qui n'ont pas voté pour moi. Et vous iriez à Matignon s'il vous manquait combien? Pardon, c'est de l'arithmétique politique. 5 sièges, 10 sièges, 20 sièges. L'actuelle majorité relative en avait 250. Est-ce que vous iriez à Matignon avec 250 sièges? Je rappelle, il en faut 289. Sans majorité absolue, on se retrouve précisément à mi-mandat dans la situation d'une dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'Emmanuel Macron n'a plus les leviers pour agir. Donc il faut sortir le pays de cette situation de blocage. Et moi, je dis aux Français, saisissez cette opportunité pour renouer avec l'espérance et mettre enfin à la tête du pays des gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui vous considèrent et qui vous aiment autant qu'ils aiment la France. Merci Jordan Bardella d'avoir répondu à nos questions. En annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron voulait clarifier la situation politique. La clarification a eu lieu à ses dépens. Regardez ce chiffre. Il y a 2 ans, à l'issue du premier tour, les candidats de la majorité présidentielle étaient arrivés en tête dans plus de 200 circonscriptions. Hier soir, il n'était plus que 70. Pour comprendre les raisons de ce désaveu, Bastien Auger, Nicolas Laurent et Thomas Rolnik sont allés dans le Calvados, dans la circonscription de l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne. Il faut refaire campagne tout de suite pour espérer remonter la pente. Car Elisabeth Borne est en difficulté, arrivée 2e hier. Ça fait 7 ans que vous marchez dans le mauvais chemin. Ça fait 7 ans qu'on essaye de corriger des choses qui, pour certaines, remontent à des décennies. Elle qui était arrivée largement en tête il y a 2 ans. Bon courage, mais ne comptez pas sur moi. Très bien. Et cette fois-ci devancée par le candidat du Rassemblement national. C'est elle qui a mis en œuvre la politique d'Emmanuel Macron, c'est elle qui a gouverné à coup de 49-3, c'est elle qui a fait passer ses réformes injustes. Bonjour. Malgré le désistement du candidat de gauche qui veut faire barrage à l'extrême droite, le Rassemblement national espère surfer sur ce rejet de la majorité sortante, illustré par un chiffre, 164 des candidats macronistes, soit un tiers, sont éliminés dès le premier tour. Ici, en Isère, cette candidate est arrivée 3e, alors qu'en 2017, elle faisait largement la course en tête. Moi, je suis profondément attachée à la réflexion, à un discours nuancé. Je vois bien que je ne suis plus à la mode. C'est difficile aussi pour les ministres. Sur 24 candidats, 13 sont devancés par le RN ou la gauche. 5 sont même 3e. 3 d'entre eux se sont d'ores et déjà désistés. La secrétaire d'État à la ville, la ministre des Outre-mer et celle des personnes handicapées. Quant au ministre de l'Intérieur, il arrive en tête, mais talonné par le Rassemblement national. Alors, que peuvent espérer maintenant les troupes macronistes? Un conseiller prédit que même si le RN ne parvient pas à l'emporter... Il faudra faire une coalition, mais il faut accepter que le futur Premier ministre ne viendra pas de chez nous. Il y a 3 ans à peine, ils étaient tout puissants à l'Assemblée. Ils prévoient maintenant d'être un groupe parmi d'autres. Après l'échec enregistré hier, on attendait du camp présidentiel une position claire par rapport au Rassemblement national. Emmanuel Macron a affirmé ce midi que pas une voix ne devait aller à l'extrême droite. Au-delà de cette déclaration de principe, les consignes de désistement, vous allez le voir, sont assez confuses. Exemple avec Frédéric Agnès et Mélanie Ravier. À Marseille, certains électeurs de la première circonscription ne cachaient pas leur soulagement aujourd'hui. Les triangulaires, c'est l'enfer à chaque fois, c'est pas possible. Là, faut réussir à gérer tout ça et je pense que c'est un bon choix. Un bon choix. Comprenez le désistement dès hier soir de la candidate de la majorité présidentielle, Sabrina Agresti-Roubache, pour faire barrage au Rassemblement national. Monique Grisetti, arrivée en tête avec 45% des voix, sera donc opposée dimanche à Pascaline Lécorché pour le nouveau Front populaire. La candidate nationaliste n'a pas souhaité nous répondre. C'est son neveu, cadre du parti, qui commente ce désistement.
Vous savez, c'est le retour des combines. Les combines, les Français détestent ça, les Marseillais encore plus. Ça ne marche plus. Ça irrite les Français. C'est un déni de démocratie. Donc ça ne marchera pas. Au contraire, je vous dis, ça va jouer en notre faveur. En face, la candidate issue de Place Publique cible les propos de son opposante. Des propos complotistes, des propos qui montrent une personne anti-science, alors que je suis moi-même chercheuse, anti-vax, qui a des propos xénophobes aussi. Et donc, face à cela, nous devons nous rassembler toutes et tous. Dans la première circonscription de la Somme, l'insoumis François Ruffin bénéficie lui aussi du désistement du camp présidentiel. Mais dans la troisième du Val-de-Marne, la ligne change. Loïc Signor, arrivé troisième, décide lui de se maintenir. C'est un choix personnel et c'est un choix qui a été concerté avec le Premier ministre, avec le secrétaire général du parti, Stéphane Séjourné, car nous pensons qu'il y a un double péril mortifère pour cette circonscription. Le candidat de l'Union nationale des droites, arrivé deuxième, dénonce un calcul personnel. Il était intéressé par sa petite personne, par son poste. Donc il sait qu'il va pas avoir le poste, il dit après moi le chaos, c'est pas grave, c'est parfaitement irresponsable. Le candidat du Nouveau Front Populaire, l'insoumis Louis Boyard, est arrivé hier premier. Il espère trouver de nouvelles voix chez les abstentionnistes. Il y a encore un tiers de personnes qui n'ont pas été votées. Et donc je le redis, il y a besoin d'un sursaut populaire. On a besoin d'encore plus, on a besoin d'aller chercher les voisins, les enfants, la cousine, les parents, on a besoin de tout le monde. Les nouveaux électeurs, mais aussi les reports de voix, seront les clés du scrutin dimanche. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Gilles Boulot. 24 heures après le scrutin, est-ce que vous êtes arrivé à une position claire et compréhensible concernant les désistements de vos candidats qui seraient arrivés ou qui sont arrivés en troisième position? Oui, la consigne a été claire, mais d'abord, je veux le dire, nos candidats sont qualifiés dans plus de 300 circonscriptions. Contrairement à ce que certains attendaient, nos candidats, Ensemble pour la République, on réalise 7 points de plus qu'il y a 3 semaines aux élections européennes. On est le camp qui a eu la plus grande dynamique entre les élections européennes et les élections législatives. Ensuite, je ne passe pas par 4 chemins. Quelle est aujourd'hui la situation et le risque? On le voit aujourd'hui, le risque, c'est que le Rassemblement national dispose d'une majorité absolue. Et je parle de risque parce que je le dis très sincèrement, du plus profond de mes tripes, je pense que ce serait catastrophique pour les Français. D'abord parce que c'est un projet qui est le contraire de l'apaisement, qui viendrait alimenter les divisions entre les Français. Je rappelle que c'est un projet qui vise à trier entre les Français qui ont une origine étrangère et les Français qui n'ont pas d'origine étrangère. Et ensuite, ce serait catastrophique aussi pour le porte-monnaie des Français, leurs emplois et le pouvoir d'achat. Ok, j'entends. Ça, c'est le procès que vous instruisez du Rassemblement national. Ça, c'est le risque aujourd'hui. Quelle consigne? Ça, c'est le risque aujourd'hui, pour expliquer aux Français. Le risque, c'est que le RN ait une majorité absolue. Aujourd'hui, ni la France insoumise, ni l'Alliance de la gauche ne peut avoir une majorité absolue. Et donc, il y a un troisième chemin, qui est celui que je défends, qui est celui d'avoir une Assemblée nationale plurielle au sein de laquelle nos candidats sont présents pour protéger les Français des hausses d'impôts, protéger les Français des projets de division. Donc, éviter que le Rassemblement national ait une majorité absolue, ça passe dans certaines circonscriptions, poignées de circonscriptions, par des désistements de nos candidats pour empêcher le Rassemblement national d'avoir cette majorité absolue. Mais à la fin, pour avoir encore une fois une Assemblée plurielle où on est en situation de protéger les Français contre les hausses d'impôts, de les protéger contre les projets de division qui ne correspondent pas à nos valeurs. Alors attendez, j'ai pas compris. Est-ce que ce désistement irait en faveur, par exemple, des candidats de la France insoumise, quels qu'ils soient? Ou est-ce à la tête du client? Comment ça se passe? On a été très clair. D'accord. Tous les candidats non RN bénéficieront de votre désistement. Très bien. Non, ce qu'on a dit, c'est que dans les circonscriptions où le maintien de notre candidat entraînerait une victoire assurée de l'extrême droite face à un candidat qui défend les valeurs républicaines, à ce moment-là, on se retire. Voilà. Et vous avez d'autres partis politiques qui ont fait ce choix-là et des désistements qui ont lieu au profit de nos candidats. Maintenant, désistement ne veut pas dire ralliement. Je le dis ici, je me suis suffisamment opposé à la France insoumise pour qu'on ne puisse pas me taxer d'alliance ou quoi que ce soit. La réalité, c'est que dès le premier tour, on a fait le choix dans plus de 60 circonscriptions de ne pas présenter de candidat, justement pour empêcher que l'extrême droite ou la France insoumise gagne. À Caen, par exemple, notre député sortant, s'il se représentait, risquait de faire élire une députée de la France insoumise. Il a fait le choix dès le premier tour de ne pas se présenter pour soutenir un candidat de la droite républicaine qui est en passe d'être élu grâce à son désistement. Donc, ce que les Français veulent savoir ce soir, c'est si vous
avec le président de la République, vous êtes à la recherche d'une autre majorité et, si vous voulez, former un grand rassemblement, une grande coalition qui irait de LR jusqu'aux socialistes, aux communistes, aux écologistes. Est-ce que vous êtes à l'œuvre sur ce chantier-là ou pas? Aujourd'hui, l'alternative, elle est claire. Oui. Soit le Rassemblement national a une majorité absolue, soit vous avez une Assemblée nationale plurielle, où vous avez des groupes politiques... Pluriel, pardonnez-moi, c'est du jargon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plusieurs groupes politiques. De droite et de gauche. De droite, de gauche, jusqu'où à gauche? Non mais attendez, de droite, de gauche, du centre, qui, projet par projet, travaillent ensemble au service de l'intérêt des Français. C'est ce que vous faites depuis 2 ans de manière très pénible. Oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Probablement qu'à l'issue de ces élections législatives, et étant donné le résultat, il y aura une gouvernance et une manière de fonctionner nouvelle. Et je vais vous dire, moi je pense que c'est ce que les Français attendent dans une majorité, qui ne souhaitent pas que le Rassemblement national ait les pleins pouvoirs et applique son projet contraire aux valeurs de la République et contraire aux intérêts économiques de pouvoir d'achat des Français, et donc d'avoir une assemblée avec plusieurs forces politiques dans laquelle les candidats Ensemble pour la République pèsent suffisamment pour protéger les Français des hausses d'impôts, pour les protéger des lois qui viendraient les stigmatiser, les diviser, dresser des Français qui ont une origine étrangère contre les autres, continuer à agir pour nos emplois. On a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Il faut protéger notre économie, nos entreprises, de hausses d'impôts qui viendraient détruire des emplois et mettre des Français au chômage. Et vous pourriez être le Premier ministre de cette majorité nouvelle à inventer? Je vais vous dire, Gilles Boulot, très sincèrement, l'enjeu est tel pour les Français que ma personne est secondaire dans tout ça. Moi, ce que je veux, c'est éviter que le RN ait une majorité absolue, parce que je pense très sincèrement que ce serait catastrophique pour les Français, pour nos retraités, pour leur épargne. Et je veux une Assemblée nationale où nos candidats Ensemble pour la République pèsent suffisamment pour protéger les Français des projets funestes qui ont été portés dans cette campagne. Hier soir, peu avant 23h, on a appris par communiqué, de manière un peu subreptice, que votre réforme de l'assurance chômage était reportée, annulée au calendrier grec. Est-ce que c'est un gage que vous donnez déjà à la gauche? Moi, je crois qu'une réforme de l'assurance chômage est nécessaire. Maintenant, je vais vous le dire. Je ne peux pas d'un côté dire je souhaite que dans cette nouvelle Assemblée, il y ait des forces politiques différentes qui puissent travailler ensemble, échanger au service des Français, et prendre là un décret au lendemain du premier tour qui, vu le résultat d'hier, aurait, je pense, été vu comme une forme de passage en force. Voilà, donc j'ai assumé de suspendre cette réforme, ce qui est un gage qui montre qu'on a entendu le message des Français, le message des urnes, qu'il faut gouverner différemment, qu'il faut sortir de nos zones de confort, faire différemment, travailler davantage ensemble avec d'autres forces politiques pour l'intérêt des Français. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. De nombreuses personnalités politiques de premier plan se présentaient également à la députation. C'était votre cas avant, me semble-t-il. Et elles ont connu des sorts très contrastés. Élimination ou élection dès le premier tour, désistement, ballottage, favorable ou pas. Le point avec Marie Croxel, Marius Renaudet et Jean-Baptiste Robert. Parmi les figures de la gauche, Clémentine Autain est réélue dès le premier tour, à l'instar de proches de Jean-Luc Mélenchon, comme Mathilde Panot et Manuel Bompard. Même issue favorable pour le patron du PS, Olivier Faure, qualifié dès hier. Coup de massue en revanche pour le secrétaire national du PC, Fabien Roussel, sèchement éliminé par le RN. Eux sont en ballottage favorable. Bannis par la France insoumise, Alexis Corbière et Daniel Simonet sont même arrivés en tête dans leur fief, devant le candidat officiellement investi par le nouveau Front populaire. Sauf désistement, ces deux duels seront fratricides. Mal engagée, Raquel Garrido prend acte de sa 3e place. Elle se désistera pour faire barrage au RN et appelle la France insoumise à favoriser l'élection des bannis en retirant ses candidats moins bien placés. Lui aborde le second tour confiant. Éric Ciotti, président contesté des Républicains, devance de 15 points le candidat Nouveau Front populaire. Il affrontera aussi le candidat de la majorité sortante dans une triangulaire. Situation moins confortable pour l'ancien patron de LR à l'Assemblée. Olivier Marleix, comme plusieurs non-ciotistes, fait les frais de la poussée du RN. Illustré par la percée de Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine, 15 points devant son adversaire du Nouveau Front populaire. La candidate de la majorité arrivée en 3e position s'est désistée pour lui faire barrage. Les leaders de la gauche réunis au sein du Nouveau Front populaire ont donné des consignes de désistement pour tenter de faire barrage au Rassemblement national. C'est le cas par exemple en Haute-Loire où le candidat de gauche est arrivé 3e dans la circonscription du candidat LR, Laurent Wauquiez, sur place Jeanne Cancard et Quentin Trigonet.
Elle nous dit que c'est l'une des décisions les plus difficiles qu'elle ait eu à prendre. Céline Gacon, la candidate du nouveau Front populaire, renonce au second tour. Moi, j'aurais pas pu me regarder dans la glace si le RN passe. Là, je sais que j'ai fait ce qui me semble le plus juste pour garder les valeurs de la République. Mais elle ne veut donner aucune consigne de vote. Je ne peux pas appeler à voter Laurent Wauquiez. C'est pas possible. Jamais j'appellerai à voter Laurent Wauquiez. Après, voilà, les gens feront ce qu'ils souhaiteront être le plus juste pour eux. Alors que vont faire les électeurs de gauche? Certains sont perdus. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Entre le Rassemblement national et Laurent Wauquiez, pour moi, c'est la même chose. Voter la droite, c'est pas ce qui est le mieux à faire non plus. Rien faire du tout, c'est pas le top. Mais enfin, ouais, moi je sais pas quoi faire, quoi. D'autres ont déjà fait leur choix, à contre-cœur. Aujourd'hui, je voterai la droite, même si je suis pas du tout en accord avec eux, juste pour faire barrage à une politique qui m'atteint pas du tout et que je ne veux pas, en fait. Oui, il va falloir mettre son ego, ses idéaux de côté pour pas qu'on fasse rentrer un député du Rassemblement national. Un barrage sur lequel compte Laurent Wauquiez, qui se tient loin des médias depuis sa déclaration hier. Selon ses soutiens, pas besoin pour lui de s'exposer, il n'y a aucun doute. Alors, comment voulez-vous qu'il ne soit pas élu? Alors, Vous êtes sûr? Ah, moi j'en suis sûr. Parce que c'est quelqu'un de très connu sur le Puy-en-Velay, qui a fait beaucoup de choses pour la Haute-Loire, en général, même pour la région. Donc je pense que les gens vont le remercier par rapport à ça. Mais pour le candidat du Rassemblement national, rien n'est joué. Donc ça nous fait deux candidats qui se désistent dans les deux circos. Selon lui, le retrait de la candidate de la gauche pourrait lui être favorable. Il y a tout de même, en termes social, des thématiques communes. En matière d'environnement, le Rassemblement national a toujours été pour les circuits courts, pour la dénonciation des accords de libre-échange. Et de ça, je pense qu'il y a des électeurs qui peuvent le voir, oui. Au premier tour, moins de 2000 voix séparent Laurent Wauquiez du candidat du Rassemblement national. Une première dans cette circonscription. Bonsoir, Raphaël Glucksmann. Bonsoir. Vous avez forcément entendu il y a un court instant le Premier ministre Gabriel Attal lancer une sorte d'appel à une sorte de nouvelle majorité qu'il appelle plurielle et qui clairement irait jusqu'à la gauche, c'est-à-dire jusqu'à vous. Il vous tend la main, est-ce que vous la prenez? Moi déjà, je prends la main de toutes celles et tous ceux qui sont prêts, d'ici le 7 juillet, d'ici ce dimanche, à empêcher une majorité absolue du Rassemblement national. Parce que c'est ça la seule question qui doit nous obséder aujourd'hui, Gilles Boulot. Ces élections législatives ne sont même plus des élections législatives, si on est sincère et si on est honnête. C'est un référendum. Voulez-vous, oui ou non, de l'extrême droite au pouvoir en France? Voulons-nous que notre pays, le pays de Hugo, le pays de Zola, le pays de Voltaire, soit dirigé par la famille Le Pen? C'est ça la question qui doit nous obséder aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un vote démocrate, un bloc démocrate. Et ensuite, oui, mais si on préserve la République, si on arrive à retourner la situation et à bloquer la majorité absolue pour le Rassemblement national, eh bien, il y aura une assemblée éclectique, éclatée, et nous devrons faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de France. Nous comporter en adultes, sortir de nos postures et voir comment on gère cette situation, mais c'est bien trop tôt pour répondre à cela. Et donc, on va bien au-delà du second tour et d'éventuels désistements. Est-ce que vous participeriez, est-ce que vous soutiendriez un gouvernement élargi qui irait de la droite, des centristes jusqu'à vous? En fait, c'est la proposition qui est faite par le Premier ministre. Tout le monde vit dans une forme de projection. Moi, je vous dis aujourd'hui, ce qui m'obsède, c'est les désistements, c'est le désistement républicain, c'est la capacité de quelqu'un de gauche à voter pour quelqu'un qui est aussi loin de ses préoccupations, de ses envies, de ses principes, de ses désirs, de ses besoins que Laurent Wauquiez, et vice-versa pour quelqu'un de droite de voter pour quelqu'un de gauche en oubliant même le nom du député pour lequel il vote parce que simplement il refuse de donner la France à la famille Le Pen. Mais c'est ça l'enjeu, parce que tout le reste aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas de majorité. Soyons directs, soyons sincères. Oui. Il n'y aura pas de majorité de gauche aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de majorité de Raphaël Glucksmann, est-ce que vous comprenez
qu'un candidat de droite, républicain sincère, ne veuille pas voter pour le nouveau Front populaire parce que dans sa circonscription, le candidat qui lui est opposé, qui l'a devancé, serait LFI en se disant c'est contraire à la conception que j'ai des valeurs républicaines. Vous comprendriez ça ou pas ? Je comprends tous les vertiges, je comprends toutes les angoisses, je comprends tous les doutes. Moi-même, je suis pétri de doutes dans cette situation. Il n'y a jamais de choix là qui nous fait plaisir. Mais ce que je veux, c'est qu'on hiérarchise les problèmes, les menaces, les périls. Et aujourd'hui, quelle est la menace qui pèse sur la République française ? Qui peut avoir la majorité absolue ? C'est le Rassemblement national, c'est l'extrême droite. Et donc, il faut savoir s'effacer, il faut plonger en soi et trouver en soi la force de voter pour des gens, certes, qu'on n'aime pas, même qu'on combat, mais simplement pour enlever un député, parce que ça risque de se jouer à quelques députés près. Et la France, dans les mains de l'extrême droite, ce n'est jamais arrivé dans notre histoire par les urnes. C'est la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. Donc oui, chacun d'entre nous, on va avoir des choix très difficiles à faire. Et c'est notre responsabilité de les faire. Merci beaucoup, Raphaël Merci Glucksmann. à vous. Et je sais que la France peut se ressaisir, Gilles Boulot. C'est vraiment pour notre pays qu'on fait ça. Il faut impérativement empêcher le contrôle de ce pays par l'extrême droite. Merci beaucoup. Votre message est passé. Intéressons-nous à présent aux électeurs LR. On en parlait il y a un instant. Déjà passablement désorientés par le départ du président de leur parti, Éric Ciotti, devenu allié du Rassemblement national. Ils n'ont reçu aucune consigne de vote pour le second tour. Ils sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes. Que vont-ils faire ? Mathias Béringer, Kélian Yousfi, Elsa Assalit et Manon Debu. Depuis plus de 10 ans, Doris a toujours confié sa voix aux Républicains. Mais au lendemain de la défaite de son candidat, en Alsace, elle ne sait pas quoi faire. C'est un peu, ça reste dans le flou, quoi. Voilà, donc on ne sait pas où on va, finalement. Et pour cause, aucune consigne de vote n'a été donnée au niveau national par LR. Seule certitude pour cette infirmière de 56 ans. Pas le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que c'est trop extrême pour moi. Ce sera donc Ensemble, le parti présidentiel, seule alternative après le retrait du nouveau Front populaire dans sa circonscription. Dans le Nord, c'est le nouveau Front populaire, justement, qui est arrivé largement en tête devant le Rassemblement national dans cette circonscription. Plus de candidats LR, une déception pour Jean-Louis. Ce retraité, lui aussi, est dans une impasse. On fait partie de la grande famille des modérés, alors c'est ni l'extrême gauche et ni l'extrême droite. Sauf qu'aujourd'hui, le clan du milieu nous a plutôt déçus. Une fois qu'on a dit ça, on est un petit peu perdu, puisqu'on ne sait pas quoi faire. Sa femme, Françoise, elle non plus n'est séduite par aucune alternative. Je me laisse la semaine pour réfléchir et je pense que je me déciderai le week-end prochain, très honnêtement. Est-ce que c'est envisageable de ne pas voter ? Peut-être. Ou voter blanc. Une indécision et beaucoup de questions pour les plus de 2 millions d'électeurs des Républicains. Ce qui fait de cet électorat le plus convoité du second tour. Et oui, dans certaines circonscriptions, les Républicains se retrouvent en position d'arbitre de ce second tour. C'est le cas en Corrèze, où se présente l'ancien président de la République, François Hollande. Il est arrivé en tête devant le candidat du Rassemblement national, le candidat LR, arrivé troisième, a maintenu sa candidature. Lucas Ajdela et Lucas Lassalle. Sa décision est désormais entérinée. Déclaration de candidature. Francis Dubois dépose son dossier à la préfecture pour le second tour. Malgré sa troisième place derrière François Hollande et derrière le Rassemblement national, le député LR sortant se maintient. Il n'y aura pas de front républicain ici. Candidat au deuxième tour des législatives 2024. Merci beaucoup. Je veux faire barrage au Front populaire et surtout au LFI à l'extrême gauche. Et je veux faire barrage au Rassemblement national. C'est pour ça que je maintiens ma candidature. Renvoyer le nouveau Front populaire et le Rassemblement national dos à dos, une stratégie aussitôt dénoncée chez François Hollande, en pleine réunion avec son équipe. Pensez que je suis un candidat extrémiste, ça n'a pas de sens. L'ancien président repart donc en campagne face à deux candidats. Ça va ? Bonjour. Et malgré les attaques de la droite, pas question de renier son alliance avec la France insoumise. Enfin, c'est pas la même chose, un parti d'extrême droite et un parti de la gauche radicale. Ne serait-ce que parce que le parti d'extrême droite est un parti xénophobe, on le sait, qui s'en prend toujours aux mêmes, aux plus fragiles et aux étrangers. Qu'en pensent les électeurs des Républicains en Corrèze ? La droite aurait-elle dû se retirer, selon eux ? Moi, j'aurais préféré qu'il fasse un barrage, quoi. Voilà. Vous iriez voter
François Hollande pour faire barrage au Rassemblement national? Oui, tout à fait. Ouais. François Hollande, sans problème. Le risque, c'est de se retirer, effectivement, c'est que des voix, les gens qui ont voté pour lui se reportent sur le Front National. Séduire l'électorat LR, c'est en effet l'objectif de la candidate du Rassemblement national désormais. Et elle aussi regrette que son adversaire de droite se soit maintenu. Je pense que les électeurs LR qui sont comme moi des gens de droite, parce que moi j'ai toujours voté à droite et je ne changerai pas de parti, je pense que beaucoup feront barrage au Front populaire. La plupart renouvelleront sans doute leur vote pour leur candidat. En refusant de se retirer et de faire barrage à l'extrême droite, c'est peut-être à François Hollande que LR a rendu le plus grand service. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Les LR, il va évidemment en être question. Mais juste une question. Il y a quelques minutes, le Premier ministre Gabriel Attal a appelé de ses voeux une Assemblée nationale plurielle et donc, j'imagine, une majorité plurielle. Est-ce que vous voudriez en faire partie? Pour continuer comme avant? Non, pour faire autre chose? Non, mais attendez, pour faire autre chose, dans ces cas-là, c'est simple. Au deuxième tour, il y a une centaine de candidats, les Républicains et d'indépendants. Si les Français font le choix de ces candidats, là, vous allez pouvoir mettre la priorité, enfin, sur la sécurité, sur la lutte contre l'islamisme, sur le pouvoir d'achat par le travail et aussi pour renforcer nos services publics. Et surtout qu'on arrête de mépriser les Français, qu'on les respecte et qu'on sache se mettre à leur place. Parce que c'est quand même ça. Hier, ce qui s'est passé, vous avez près de 10 millions de Français qui, en votant pour le Rassemblement national, disent 10 600 000. On en a marre. On veut que ça change. On veut que ça change. Cette colère, vous pensez bien que j'entends, moi, depuis des années dans les Hauts-de-France, mais il faut aussi absolument que les politiques en prennent la mesure. Nos candidats, mes candidats, eux, sont enracinés, ils sont sur le terrain, et ils ne sont en rien responsables du tremblement de terre politique qu'a provoqué Emmanuel Macron. Et donc, si les candidats de la majorité actuelle vous aident, vous font la courte échelle au second tour, est-ce qu'ensuite, vous pourriez participer à une coalition, et pourquoi pas un gouvernement très élargi, qui irait de vous, les LR canal historique, puis-je dire, jusqu'à la gauche, le centre-gauche, les écologistes, les socialistes? Il y a une chose qui est vraie. En ces temps de péril, c'est des temps de péril. Une chose qui est vraie, c'est que pour la première fois dans l'histoire de France, l'extrême droite pourrait diriger lundi prochain le gouvernement de la France. Et ça, je m'y opposerai comme je m'oppose à la France insoumise et à ses outrances. Si l'on veut éviter cela, il faut se battre. Il faut se battre pourquoi? Parce qu'il y a une immense majorité de Français qui est aujourd'hui en colère, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une majorité de Français qui veulent ou qui votent Rassemblement national. Un tiers, c'est beaucoup, mais ce n'est pas une majorité. Et d'ici dimanche, il est important que toutes celles et ceux qui refusent les extrêmes se rendent aux urnes et choisissent, et en priorité, nos candidats, les Républicains. Mais après, seriez-vous, je vous repose la question, seriez-vous volontaire pour participer à une grande coalition? Ça se fait dans plein de pays civilisés. Ça se fait en Allemagne, ça se fait dans plein de pays qui sont gouvernés efficacement par des coalitions de gens qui ne sont pas d'accord sur tout. Moi, je veux un gouvernement de sursaut républicain. Eh bien, pourquoi ne pas en faire partie? Non, mais attendez, je veux un gouvernement de sursaut républicain. Le problème, c'est pas des alliances ou les combinaisons. Sous ça, les coalitions, c'est le truc d'hier. Il faut comprendre le séisme qui s'est passé quand même, bon sang. Les Français ne veulent pas qu'on continue comme avant, ni même qu'on ait des petits arrangements. Comment on sort le pays de l'impasse? Comment on sort les Français de leurs problèmes? Et une chose est certaine, le vrai responsable de tout cela, c'est le président de la République, qu'il ne cherche pas à reporter la responsabilité sur les Français. C'est lui, par sa politique et par sa décision, qui nous a mis là-dedans. Mais s'il fait amende honorable et qu'il dit « je vous ouvre ma porte, venez et vous aurez des responsabilités imminentes ». Les Français, hier, lui ont dit « lâchez le pouvoir, Monsieur le Président. Lâchez le pouvoir. On vous l'a donné en 2022, vous n'avez pas compris le message législatif, lâchez le pouvoir ». La seule chose qui est possible, c'est de comprendre qu'il y a d'autres alternatives qu'une majorité, qu'un gouvernement Rassemblement national ou une coalition d'arrière-boutique d'hier. C'est un gouvernement provisoire de la République. Ça existait à une époque quand il a fallu reconstruire. Et là, ce serait pour, clairement, reconstruire notre pays et sortir, encore une fois, le pays de l'impasse dans laquelle M. Macron l'a plongé. Mais si vous voulez que ça marche, et si vous voulez avoir des résultats, alors c'est les candidats, les Républicains et les indépendants qui peuvent changer la donne. Ça, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Et vous en feriez partie d'un gouvernement provisoire de salut public? Vous pensez que je suis venu ici pour vous déposer un CV parce que je serai à la recherche d'un emploi? Je ne sais pas. L'emploi est plutôt noble. L'emploi est plutôt noble. Non, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. On est à un moment historique. Et si on ne comprend pas que les jeux politiques, il faut s'en défaire. Que la politique n'est pas un jeu. C'est d'ailleurs ce que je reproche à M. Macron, qui a parié avec cette dissolution. On ne parie pas sur le peuple. On ne joue pas le pays un peu à la roulette russe. On ne joue pas à ça. Mais une chose est certaine, chacun devra prendre ses responsabilités. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est que l'on change de politique et que l'on respecte les Français.
Merci Xavier Bertrand d'avoir répondu à nos questions.